L'implication des personnes concernées dans la lutte contre une maladie ou dans un phénomène de ce type-là paraît majeur. Hein. Je crois que c'est pas. Vous aurez sans doute l'occasion d'en parler, je veux pas, mais ça me paraît être à tirer de l'enseignement de ces 30 ans de lutte. Et puis, il ne suffit pas d'avoir les moyens, il faut qu'il y ait la volonté politique de le faire. Je crois que l'engagement politique, je dirais qu'on parle beaucoup de multithérapie, mais ces multithérapies sans le traitement politique du sujet me paraissent pouvoir être totalement inefficaces au bout du compte. Et ça me paraît être l'un des enseignements que j'ai pu tirer, en tout cas, de ces 30 ans de bagarre. Voilà. On a d'autres sujets à développer tout à l'heure. Oui, un premier éclairage assez vide, vu du côté, je dirais, du premier clinicien qui a découvert, enfin qui a été confronté au sida il y a 30 ans. Et alors effectivement, la participation de la société civile, Christophe Martin, que vous connaissez certainement tous, tu étais jeune journaliste il y a 30 ans. Avant qu'en 89 on crée Acteur, que tu rejoignes Acteur, que tu en deviennes président quelques années plus tard. Et puis, je crois, un peu comme tout le monde à l'époque, tu n'imaginais peut-être pas forcément de voir l'an 2000 ou de te dire qu'il y avait peut-être une histoire après. Et alors pour toi, le début, ça représente quoi? J'avais préparé. Oui, je sais pas si j'avais préparé. Ouais, je vais les passer. Là, j'avais gardé justement. Vous avez vu la copie du MMWR. Moi, je n'avais pas lu. Je n'étais pas à l'époque du tout concerné par cette histoire. Il faut imaginer 81, arrivée de François Mitterrand, libéralisation de la société, dépénalisation de l'homosexualité. Il faut imaginer, bon, moi j'avais donc 80, j'avais 22 ans. Et j'avais à la fois envie de faire un métier qui me plaisait, donc d'être journaliste. Donc j'étais à l'école de journalisme de Strasbourg. Et j'avais aussi beaucoup envie de baiser. Parce que l'idée d'être homosexuel à l'époque, en 81, avec justement toutes ces possibilités nouvelles qui s'offraient à nous, la sexualité était vraiment le moyen de s'affirmer, le moyen d'avoir son identité. Et donc il faut imaginer que 1981, c'est aussi la télévision qui se libéralise, c'est Imo Rossi, c'est des gens ouvertement gays, c'est Frédéric Mitterrand qui fait des émissions sur TF1. Il faut imaginer ce que c'était TF1 à l'époque, vraiment la télévision vraiment hyper ringarde, et tout d'un coup, vous aviez l'impression que le monde devenait gay. Et quelques mois après, nous arrive cette nouvelle de façon très diffuse, très minimale au départ. On peut passer 82, on peut arriver à 82. Bon, ça, ce n'était ni moi, ni M. Rosenbaum, ni quelqu'un d'autre. C'est Jacques Godefroy. En fait, c'est intéressant de voir qu'en 1982, Jacques Godefroy, député, alerte la représentation nationale et le ministre de la Santé de l'époque, qui est Jacques Ralite, qui est un ministre communiste de la Santé, en disant voilà, il se développe aux États-Unis et un peu en France une maladie, alors je ne crois pas qu'il n'y avait pas le nom, etc. Et qu'est-ce que vous comptez faire qui touche les homosexuels, qu'est-ce que vous comptez faire pour lutter contre cette maladie? On ne parlait pas encore d'épidémie. Ce qui est intéressant, c'est voilà, 82, l'Assemblée nationale déjà est interpellée, enfin le ministre de la Santé est interpellé. Et il faut attendre 87, on le verra après, pour que les premières campagnes arrivent. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a et M. Rosenbaum en parlait sur cette idée de surveillance, il y a un problème de bactéries en Allemagne. Au bout de 2 jours, tout le monde est au courant, et au bout de 3 jours, on a identifié faussement le concombre, puis les carottes, puis je ne sais plus quoi. Mais voilà, il faut imaginer qu'à l'époque, donc 82, les gens commencent à être malades, des gens commencent à attraper le sida, des gens commencent à s'y intéresser également de façon effectivement associative et médicale et clinique, mais qu'il ne se passera quasiment rien en termes de prévention. Parce que le Jacques Ralite répond, il dit oui, bien sûr, s'il s'avère que cette épidémie est importante, des mesures seront prises, notamment pour alerter la communauté homosexuelle. Il ne s'est rien passé. Alors, excuse-moi, mais en
février 82, je vais à la DGS, je les alerte sur ce sujet, et ils me donnent un budget de, alors j'arrive plus à me souvenir, c'est 6, et je ne sais plus combien il y a de zéros derrière, et de quoi payer un mi-temps pour embaucher. Et c'est pas Ralit qui le fait, c'est Rouki, qui est à l'époque directeur général de la santé, et qui est le seul institutionnel à l'époque qui répond de manière absolument, je dirais, pragmatique, en disant, oui, je vois les documents, voilà, vous avez un budget de, je crois, 60 000 francs, c'est possible ça, 60 000 francs pour payer un mi-temps? À l'époque, je sais pas. Bah, c'était pas beaucoup. C'était pas beaucoup, oui. Ça fait pas mal pour payer un mi-temps. Non, c'est peut-être 6 000 seulement. Si ça se trouve. Ouais. Oui, ça doit être plutôt 6 000. Mais donc, voilà, et c'est ça qui a permis d'embaucher Jean-Baptiste Brunet. Oui, mais c'est pas ça qui a permis de faire des campagnes de prévention. Non, mais, oui, mais sauf que quand même... Oui, non, mais je dis pas, mais voilà, je dis juste que 82, on dit qu'on allait faire des choses, et 83, c'est intéressant, et par rapport à ce que vous disiez aussi, professeur, c'est que moi j'étais hyper frappé à l'époque de lire cette brochure Gay à votre santé, donc encartée dans Guépier, qui était le magazine de l'époque, et qui était un abécédaire, en fait, de A à Z, des maladies, des IST, etc. Et à la lettre SIDA, vous lisiez, alors je reprends mes lunettes parce que j'ai vieilli depuis, à la lettre SIDA, vous lisiez SIDA, maladie ayant traversé le champ de nos désirs, en passe d'être circonscrite. En passe d'être circonscrite. Moi je lis ça, je dis bon, bah ok, c'est vrai qu'on nous a parlé de ce truc, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, finalement, c'est pas très, c'est sans doute pas très important. Il se trouve qu'entre 2 trimestres ou semestres, il y avait une certaine baisse de déclaration des cas de SIDA, donc on pensait que du coup, c'était quelque chose qui allait être transitoire. C'est vrai aussi qu'à l'époque, on parlait d'hépatite B, mais l'hépatite B, c'était pas forcément chronique, etc., etc. Donc il y avait, voilà, les informations, elles circulaient assez mal. Donc si on peut passer après, 83, bon, on a aussi cette année qui est importante, puisque on a parlé. Mais voilà, c'est là aussi, on voit que... Il y a des gens qui s'arrangent avec l'âge. On continue. Mais il n'a pas son béret, là. Il n'a pas son béret. Oui. Alors, 85, c'est la mort de Rock Hudson, et là, on prend, enfin, le monde entier, on va dire, prend conscience. Il a reçu l'HPA 23, pardon. Oui. L'HPA 23, voilà, il est venu en France se faire traiter, et le monde entier prend conscience que cette maladie existe. Liz Taylor se mobilise, beaucoup de choses commencent à se mettre en place, en tout cas aux États-Unis. En France, on a parlé des tests. Diapo suivante, et il se trouve que j'ai mis cette photo de la Grèce parce que, en fait, c'est un peu, comment je dirais, c'est un peu peut-être les dernières vacances que j'ai passées, enfin voilà, avant d'être séropos. Je suis parti avec mes 2 meilleurs amis, Laurent et Olivier, qui sont depuis décédés. On est parti en Grèce et tous les 3 on était un peu patraques quand même, c'est vrai qu'on était un peu fatigués. Et donc, ça c'était août 85, septembre 85, tous les 3 on dit bon, on va aller faire le test. Et bon, on n'a pas eu besoin de le refaire depuis. Et alors c'est très intéressant aussi de ce qu'on... C'est une amie à moi qui était ma colocatrice à l'époque qui a ouvert l'enveloppe, j'étais pas à Paris, et vous pouviez lire sur le résultat, seule une petite proportion des personnes qui ont... je sais même, on ne parlait pas de VIH, on parlait d'HTLV ou de LAV, voilà, développeront la maladie. Voilà. Donc, et j'entendais effectivement à la télévision le professeur Monzanier et le professeur Rosenbaum qui disaient dans 5 ans on va trouver quelque chose, on aura il y avait ce truc de 5 ans, je ne sais pas pourquoi 5 ans, et c'est vrai que très longtemps on a été sur 5 ans. Donc 85 on se dit bon peut-être que c'est pas... Et puis on n'était pas malade, on était séropositif. Donc on avance. Effectivement, 86-87, c'est un des paradoxes, je trouve, de cette épidémie, c'est que c'est un gouvernement de droite. Donc je rappelle 86, première cohabitation. Michel Barzac est ministre de la Santé, du gouvernement de Jacques Chirac, Premier ministre. Et c'est ce gouvernement de droite qui met en place les premières mesures vraiment importantes en termes de prévention. Il y avait eu avant, effectivement, la généralisation, la mise en place d'une thèse de pistage. Mais c'est elle qui, effectivement, autorise la publicité sur le préservatif, qui libéralise la vente de seringues, qui met en place des centres de d'étage gratuits, qui donne un peu d'argent à la recherche. Bref, c'est quand même en 86-87 que commence à se mettre en place, on va dire, une petite politique de santé publique, un tout petit peu à la hauteur des enjeux, malgré le fait que, bon, les campagnes,
elles n'étaient pas particulièrement futées et pas forcément particulièrement ciblées sur les populations les plus à risque. Même si je enfin, bref, on continue. 87, très important aussi, puisque voilà, Larry Kramer, donc à gauche de l'écran, qui est un scénariste qui avait créé le GMHC, le Gay Men's Health Crisis, en 1982, donc un groupe qu'on pourrait apparenter à Aide dans la mesure où c'était un groupe qui faisait pas mal de services, enfin qui offrait pas mal de services aux personnes. Donc il crée le GMHC dès 82 à New York, et en 87 il fait un discours enflammé lors d'un meeting en disant mais tout le monde est en train de mourir, les gays sont tous en train de crever, vous ne faites rien, c'est un holocauste. Alors, lui il fait le parallèle avec le fait que pendant la guerre, notamment les Américains n'ont rien dit, mais surtout, enfin les Européens surtout, n'ont rien fait par rapport au massacre et à l'extermination des Juifs en Europe. Et c'est vrai que dans le même temps, un groupe d'artistes placarde dans les rues de New York ce poster dont vous voyez en bas à droite, Silence Equals Death, avec ce triangle donc renversé, avec voilà, cette idée, silence égale mort. Et quelques semaines après se crée Act Up New York, qui, à la différence de la France, où il y a besoin de créer une association, des statuts, etc., c'était un groupe informel, enfin, voilà, avec des règles d'organisation sorties au CESU, qui étaient répétées à chaque fois d'ailleurs, comment ça fonctionnait, etc. Bon. Et c'est là l'apparition vraiment des malades dans l'épidémie. Je ne vais pas faire le détail, parce que ça va être très bien expliqué par Act Up, mais de tout ce qu'Act Up a pu faire pour faire avancer la recherche, faire avancer les soins, faire avancer la visibilité surtout des malades. Parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque, les émissions de télé, les séropos étaient présentés avec le visage masqué. Bon, il y a Jean-Paul Aron qui fait une interview, un philosophe qui fait une interview dans le Nouvel Observateur, donc Mon Sida, et qui marque beaucoup les gens. Il y a Hervé Guibert, mais sur un mode très littéraire, qui en parle aussi. Mais les malades, entre guillemets, lambda, on ne les voit pas. Donc on continue. Alors, encore une fois, c'est mes dates, hein, c'est pas forcément tout ce qui s'est passé. L'AZT, 87, voilà, il arrive sur le marché. Au début, moi j'ai commencé l'AZT en 1989. Quand on vous donnait de l'AZT, vous disiez que bon, ça n'allait plus très bien et que ça allait sans doute pas durer très longtemps, parce que moi, tous les copains qui en avaient pris étaient morts. Je me disais, c'est pas génial, il fallait les prendre effectivement toutes les 4 heures. Et voilà, donc ça c'était 87 quand même, en même temps, on nous donnait quelque chose. Donc il y avait déjà cette idée que quand même on pouvait agir. Et 89, donc après, si tu peux passer, voilà. Alors vous voyez qu'on a eu beaucoup polémiqué sur l'affiche de la Gay Pride cette année avec le coq et le boa. Je ne sais pas si vous avez suivi. Déjà en 89, on était dans des signes très nationalistes, mais c'était 89, la Révolution, donc les sans-culottes, les bonnets phrygiens, les rubans rouges. Et je dis 89 parce que c'est évidemment à l'occasion de la Gay Pride 89 qu'Act Up Paris est créé, avec un die-in qui était donc cette action de se coucher sur le sol pour symboliser les morts du sida, et qui avait beaucoup choqué à l'époque les militants gays. Enfin, moi j'étais pas encore Act Up à ce moment-là, mais en tout cas qui avait beaucoup choqué, parce que voilà, la Gay Pride, c'était un moment de fête, et tout d'un coup on nous rappelait qu'il y avait cette épidémie. Donc on était encore dans une forme de déni. 89, c'est la mort d'Olivier, donc un de mes meilleurs amis. On ne dit pas à ses parents qu'il est mort du sida, on dit qu'il a attrapé un truc au Mexique. 89. L'épidémie est quand même présente depuis 8 ans. 80, donc après on passe à